Bienvenue. Toujours concernant la première unité, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On a vu le premier chapitre, maintenant on est sur le deuxième chapitre, utilisation de l'ATP par le muscle squelettique strié pour sa contraction. Et on va chercher une nouvelle problématique. Lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actinomyosine et un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les taux de myosine ne se détacheront pas de l'actine et la myofibrie reste contractée. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on peut poser la question: comment se fait la régénération de l'ATP pour la continuité de la contraction musculaire? Activité 1, mise en évidence de la nécessité de régénérer l'ATP. Des études ont montré que, au cours d'un exercice musculaire intense, la vitesse de l'utilisation de l'ATP par l'organisme peut atteindre 0,5 kg par minute. Les réserves d'un muscle frais en ATP sont estimées à environ 5 mg par kg, c'est-à-dire 0,32% de la masse du muscle. Une fibre musculaire renouvelle l'ensemble de ses réserves d'ATP en 1 minute, c'est-à-dire qu'elle hydrolyse et synthétise environ 10 millions de molécules d'ATP par seconde. La contraction musculaire utilise l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP, sachant que les quantités d'ATP et d'ADP plus PI dans la cellule sont très limitées. On vous donne ici encore un autre document: concentration d'ATP musculaire et quantité d'énergie correspondante, et les dépenses énergétiques de l'organisme au cours de quelques exercices. Comme question, mettre en relation les données du tableau du document, des tableaux du document 1 pour montrer la nécessité d'un renouvellement rapide et permanent de l'ATP musculaire. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo, bien réfléchir et répondre aux questions tout seul, et puis redémarrer les vidéos pour continuer votre cours. Donc, comme réponse, d'une part, on sait que le muscle n'utilise que l'ATP comme source d'énergie pour sa contraction. D'autre part, on observe que les réserves des cellules musculaires en ATP sont très faibles et que le muscle utilise une quantité importante d'ATP qui dépasse les réserves présentes dans les cellules musculaires, ce qui suggère un renouvellement rapide et permanent de l'ATP. Pour cela, on va chercher quels sont les différents types de renouvellement de l'ATP. Activité numéro 2, quelles sont les voies de renouvellement de l'ATP? Pour pouvoir répondre à cette question, on va utiliser les données expérimentales du tableau ci-dessous, qui présente les résultats du dosage de certains constituants dans un muscle au repos et dans le même muscle après contraction dans diverses conditions expérimentales. Vous avez sur la colonne à gauche les conditions expérimentales, puis les observations, les produits dosés et les résultats du dosage avant et après la contraction. Comme question, en exploitant les données de ce tableau, grand A est à dégager les voies métaboliques de la régénération de l'ATP utilisée par le muscle en activité. Petit grand B, déterminer l'origine de la chaleur initiale et de la chaleur retardée. Et enfin, représenter avec un schéma simplifié les différentes voies métaboliques qui assurent la régénération de l'ATP pour la fibre musculaire après la contraction musculaire. Réponse 1A. L'expérience 1. On observe que le taux de glycogène diminue. Vous voyez, le taux de glycogène a diminué. Avant la contraction, 1,62. Après la contraction, 1,21. Donc, il a diminué. Celui de l'acide lactique a augmenté.
alors que le taux de l'ATP et celui de la phosphocréatine sont restés constants. Le taux stable de l'ATP dans cette expérience, malgré la consommation d'énergie pendant la contraction, montre qu'il y a un renouvellement continu de l'ATP, et ceci grâce à la fermentation lactique, puisqu'il y a présence d'acide lactique. Le glycogène s'hydrolyse en glucose qui, suite à la fermentation lactique, produit de l'acide lactique et de l'ATP. Donc voilà un premier renouvellement de l'ATP. L'expérience numéro 2. On observe que le taux de la phosphocréatine diminue. Ces résultats démontrent que le renouvellement de l'ATP dans ce cas se fait grâce à la phosphocréatine, qui est une substance riche en phosphate qui renouvelle l'ATP selon la réaction suivante. Expérience numéro 3. On observe, en absence de glucose et de la phosphocréatine, le muscle s'est arrêté de se contracter après l'épuisement de ses réserves en ATP. Donc, il n'y a pas eu de renouvellement d'ATP. On détermine l'origine de la chaleur initiale et de la chaleur retardée. Lors d'un effort, une cellule musculaire consomme de très nombreuses molécules d'ATP et elle régénère ces molécules grâce à 3 voies métaboliques. Au cours des premières minutes de l'effort, la régénération de l'ATP met en jeu principalement les voies anaérobies. Voie rapide, anaérobie, c'est-à-dire anaérobie lactique, elle permet une régénération immédiate de l'ATP à partir des composés présents dans le cytosol, c'est-à-dire le cytoplasme, la phosphocréatine et l'ADP. Cette production d'énergie est très rapide mais ne dure qu'environ 60 secondes. Cette voie donne assez d'énergie pour un effort de courte durée, réaction accompagnée par le dégagement de la chaleur initiale, c'est-à-dire qui est rapide, donc chaleur initiale. Réaction 1, par l'ADP sous l'effet de la myokinase, selon la réaction suivante. ADP plus ADP donne ATP plus AMP. Réaction numéro 2, par la phosphocréatine. La voie de la phosphocréatine permet une production rapide car cette molécule est stockée dans le cytoplasme et peut transférer un groupement phosphate à l'ADP selon la réaction suivante. PC plus ADP donne C, c'est-à-dire la créatine, plus ATP. Donc là, il y a un renouvellement d'ATP de façon qui est rapide aussi. La phosphocréatine est reconstituée après l'effort avec consommation d'ATP. Voie de moyenne vitesse, anaérobie lactique. La dégradation incomplète du glucose, c'est-à-dire le glucose sanguin, au résultant de la glycogénolyse, aboutit à la formation d'ATP et d'acide lactique en absence de dioxygène. Cette fermentation lactique intervient pour des efforts de plus longue durée, 1 à 5 minutes, et accompagnée par la libération de la chaleur initiale et chaleur de relâchement. Donc, la fermentation lactique prend le relais avec une augmentation de la concentration sanguine en acide lactique. Selon la réaction, glucose pour plus 2 ADP plus 2 PI va donner 2 acides lactiques plus 2 ATP. La voie lente, c'est la troisième voie, la respiration cellulaire. Lors d'un effort prolongé, la respiration intervient donc pour régénérer l'ATP selon la réaction suivante. Le glycose, c'est 6H12O6 plus 6 molécules d'oxygène plus 36 molécules d'ADP plus 36 molécules de PI va donner 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau et 36 ATP comme on a vu dans le premier chapitre. C'est tout simplement la voie de la respiration cellulaire qui est accompagnée de la libération de la chaleur retardée. Donc la chaleur initiale est accompagnée par la fermentation grâce aux voies rapides et voies de moyenne vitesse, alors que la chaleur retardée, son origine est la respiration, c'est-à-dire les réactions de la respiration, représentées avec un schéma simple. Donc voilà un schéma simple pour présenter tout ça. Donc lorsqu'il y a un influx nerveux qui va agir sur la plaque motrice, donnant un influx nerveux qui incite le réticule endoplasmique à libérer le calcium, qui va entraîner bien sûr la contraction du sarcomère. Cette contraction nécessite la présence d'ATP. Donc l'ATP qui a été consommé doit bien sûr être régénéré. Sa régénération se fait bien sûr, comme on a vu, grâce à la régénération rapide de l'ATP, c'est-à-dire ADP plus ADP donne ATP, ou par la cryanophosphate. Puis il y a la régénération lente de l'ATP, c'est-à-dire grâce à la
respiration cellulaire en présence de la mitochondrie qui va donner plus d'ATP nécessaire à la contraction musculaire et bien sûr nécessaire à la synthèse de la phosphocréatine qui a été consommée auparavant. Remarque. L'ATP régénéré par la respiration cellulaire et la fermentation lactique permet de régénérer aussi l'ADP et reformer le stock de phosphocréatine, c'est de la phosphocréatine. Donc le substrat utilisé dans la première voie, anaérobie alactique, la créatine phosphate plus l'ADP. La deuxième, c'est-à-dire le glucose, va donner bien sûr l'ADP. Et la troisième voie, le glucose va donner l'oxygène et de l'ADP. Les produits formés, c'est-à-dire la créatine et l'ATP, l'acide lactique et l'ATP, l'eau, le CO2 qui vont être rejetés et l'ATP bien sûr va être utilisé. Donc voilà une autre explication des différents types, différentes voies de la régénération de l'ATP. Autre problématique. Chaque sport a ses exigences et le pourcentage de différentes voies métaboliques utilisées par le muscle pour la régénération de l'ATP peut différer selon le type d'activité physique et l'intensité de l'effort et le type de fibre musculaire. Comme question, quelle est la relation entre le type ou les types de fibres musculaires et intensité et durée de l'effort? Dans un muscle strié squelettique, il est souvent possible de différencier deux principaux types de fibres musculaires, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les fibres de type 1 de couleur foncée à forte activité enzymatique qualifiées de fibres lentes rouges. Les fibres de type 2 de couleur claire à faible activité enzymatique qualifiées de fibres rapides blancs. Voilà une observation qu'on peut voir, c'est-à-dire les qui sont sombres et ceux qui sont clairs. Le tableau ici donne les caractéristiques biochimiques des différents types des musculaires, les fibres 1, fibres de type 1 et fibres de type 2. Ainsi que le tableau donne bien sûr d'autres informations concernant les réserves de glycogène, la densité de myofibrilles, les mitochondries, etc. Donc, comme question, montrer que les deux types de fibres musculaires se caractérisent par un métabolisme prédominant, différent et justifier les qualificatifs donnés aux deux types de fibres. Établir la relation entre la proportion des deux types de fibres et la spécialité des sportifs. C'est-à-dire, chaque sport, quels sont les différents types de fibres qu'il doit utiliser. Donc, comme toujours, arrêtez la vidéo pour répondre, etc. etc. Alors, si on commence la réponse, pour la première réponse, c'est-à-dire la première question, il existe deux types de fibres. Les fibres lentes type 1 sont petites de couleur rouge, fines et développées. Elles sont utilisées lors de sports d'endurance. D'accord? Sport d'endurance. Et elles sont riches en myoglobine, c'est-à-dire la protéine qui fixe l'oxygène, en glycogène, molécule glucidique, et en mitochondrie. Donc, il utilise comme métabolisme la respiration, puisqu'il y a présence de mitochondries. Les fibres rapides type 2, elles sont grandes, de couleur blanche, sensibles à la fatigue, elles sont plus volumineuses que les fibres lentes et utilisées lors des efforts de forte intensité et de courte durée. Il utilise comme métabolisme la fermentation. Établir la relation. Pour les courtes distances, ce sont les voies métaboliques anaérobiques qui fournissent très rapidement beaucoup d'ATP, alors que la voie aérobique ne peut satisfaire les besoins en ATP pendant des efforts brefs et intenses. Pour les longues distances, la régénération de l'ATP est assurée essentiellement par la voie métabolique aérobique et dépend en conséquence de la capacité de l'organisme à fournir du dioxygène aux muscles durant l'effort.
La production d'ATP par la voie aérobique dépend aussi de la capacité des fibres musculaires à utiliser ce dioxygène grâce à leurs mitochondries. Comme bilan du chapitre numéro 2, la fibre musculaire, cellule très spécialisée, est caractérisée par l'abondance de myofibres contractiles dans son cytoplasme. Ces myofibrilles sont constituées de deux types de filaments, les myofilaments épais de myosine et les myofilaments fins d'actine, qui s'enchevêtrent entre elles pour former l'unité de base qui est le sarcomère. Comme on a vu ici, donc le muscle, un faisceau musculaire, donc fibre musculaire qui est une cellule, contient une myofibrie. La myofibrie est composée bien sûr de bandes claires et bandes sombres constituées d'actine et de myosine. Lors de la contraction des myofibrilles, les myofibrilles de myosine et d'actine glissent les uns par rapport aux autres, ce qui raccourcit les sarcomères. Ce glissement requiert la répétition d'interactions moléculaires. Attachement des têtes de myosine sur la molécule d'actine, pivotement des têtes de myosine, puis détachement. L'hydrolyse de l'ATP fournit l'énergie nécessaire à ces interactions moléculaires. Au sein des cellules musculaires, les réserves d'ATP sont très faibles. L'ATP est régénéré par phosphorylation de l'ATP, de l'ADP, aussi vite qu'il est hydrolysé. Cette régénération est possible grâce à trois procédés. La phosphocréatine, d'accord, génère immédiatement de l'ATP sans apport de dioxygène ou de glucose. Au cours de l'effort, la phosphocréatine est épuisée en 2 minutes. La fermentation lactique, qui est une dégradation incomplète du glucose produisant peu d'énergie, 2 molécules d'ATP par molécule de glucose au niveau de la glycolyse et de l'acide lactique. Cette production d'énergie est rapide, mais le rendement est faible car il consomme beaucoup de réserves pour une production d'ATP relativement faible. La présence d'acide lactique rend les muscles fatigables. Puis la troisième voie, la respiration cellulaire, qui est une dégradation complète de molécules organiques, essentiellement le glucose, produisant beaucoup d'ATP, 36 à 38 molécules d'ATP par molécule de glucose. Le rendement donc est élevé, mais cette production d'énergie est limitée par les capacités de l'appareil respiratoire et circulatoire de l'individu. Donc voilà un résumé concernant les trois voies de renouvellement de l'ATP. Alors, pour mieux comprendre, on va faire un peu d'exercice. Donc, exercice sous forme de QCM. Vous avez ici 9 questions avec des propositions. Vous cherchez la réponse juste que vous cochez. Donc, comme réponse, ensuite, vous avez un exercice sans correction, non corrigé. C'est à vous de réfléchir un petit peu concernant cet exercice. Donc voilà les questions, voilà les documents. Vous n'avez qu'à lire le texte, comprendre les documents et chercher à répondre aux questions. Donc exercice non corrigé, c'est à vous de vous entraîner à répondre à ce type d'exercice. À la prochaine vidéo concernant la deuxième unité, l'information génétique et le génie génétique. À la prochaine.